début du mois de février 2022, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé un retour du nucléaire français. Ce qui marque un virage à 180 degrés par rapport à la politique que lui et son prédécesseur, François Hollande, avaient menée jusque-là. Il n'y a pas de vraie souveraineté s'il n'y a pas des choix que la nation peut porter et tenir en matière d'énergie. Et il est difficile de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises quand on ne maîtrise plus cela. Alors c'est un choix de la nation qui a un coût, qu'il faut accompagner, qui protège néanmoins nos compatriotes et nos entrepreneurs, en particulier, comme je l'ai évoqué un instant, ceux qui ont le moins de salariés. Mais si on veut prévenir ces chocs conjoncturels, alors il nous faut bâtir une stratégie au long cours, moins dépendante des cours mondiaux. Ce revirement est caractéristique de la politique nucléaire, bien souvent erratique, menée non seulement par de grands acteurs comme la France, mais aussi par l'Allemagne, où l'idéologie a souvent pris un moment le pas sur la réalité énergétique. C'est en 1973, au moment du choc pétrolier, que les autorités françaises se décident, dans la continuation de la politique menée par le général de Gaulle, à se lancer dans un grand projet électronucléaire. L'objectif était de produire, grâce à l'atome, 85% de l'électricité française d'ici à l'an 2000. Il ne fut pas atteint, mais dans le bouquet énergétique électrique français, l'atome représente tout de même aujourd'hui 75% du total. Désormais, Emmanuel Macron et son gouvernement veulent rattraper le temps perdu. J'assume d'être à la tête d'un gouvernement pro-énergie nucléaire avec une majorité pro-énergie nucléaire qui me soutient. Nous allons continuer à la montée en puissance de notre parc nucléaire, investir massivement dans les programmes. Cette année, l'EPR de Flamanville sera opérationnel. La politique antinucléaire menée depuis 2012 a eu cependant des conséquences sur la filière nucléaire française, car les investissements se sont réduits et certains savoir-faire et technologies ont été laissés de côté. Cela a eu des conséquences sur les projets français comme celui de l'EPR en Finlande. Défaillance sur le réacteur nucléaire EPR finlandais d'un équipement présent sur tous les EPR. Un nouveau dysfonctionnement pourrait fragiliser un peu plus les réacteurs nucléaires EPR déjà décrédibilisés par des retards, malfaçons et surcoûts en série. La défaillance d'une soupape de sûreté du pressuriseur, équipement capital pour la sûreté du réacteur nucléaire, s'est produite lors d'un test sur le réacteur EPR en Finlande en mars dernier. Problème, la pièce défectueuse est aussi présente dans l'EPR en construction à Flamanville, France, et dans les 2 EPR déjà mis en service à Taishan, Chine. La production d'énergie nucléaire nécessite en effet la maîtrise d'un vaste éventail de technologies qui vont de la construction des centrales à la production du combustible lui-même, l'uranium enrichi. La maîtrise de ces technologies est donc un enjeu de taille et en priver un concurrent peut devenir une opportunité. C'est ce qui arriva à la France lorsqu'en 2015, l'État français céda, après un raid de la justice américaine contre Alstom, sa production de turbines à General Electric. En janvier 2019, le député Les Républicains Olivier Marleix parle de pacte de corruption impliquant le plus haut niveau de l'État français pendant le mandat du président socialiste François Hollande. Vente d'Alstom Énergie validée par Macron. Un député évoque un pacte de corruption. Le député Olivier Marleix, Les Républicains, a saisi la justice lundi afin d'enquêter sur les circonstances de la vente du pôle énergie d'Alstom à General Electric en 2014. Il s'interroge notamment sur le rôle joué par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. En 2022, le président français essayait de justifier sa décision. J'étais collaborateur quand ça s'est fait. De ce que j'ai vu, je ne dirais pas qu'il y avait eu des pressions. Compte tenu de son histoire, sa structure capitalistique, son emprise, l'État avait à en connaître, y compris aussi parce qu'il peut bloquer certains types d'investissements jugés comme stratégiques. Mais d'abord, c'était le choix d'une entreprise privée.
Avec la reprise du programme nucléaire, le président français a finalement demandé à EDF de racheter à General Electric le fabricant des turbines Arabelle, ce qui tarde à se concrétiser pour des raisons géopolitiques. Rachat du nucléaire de General Electric. Ce n'est plus qu'une question d'État à État selon EDF. Les turbines Arabelle fabriquées par General Electric sont un équipement essentiel des centrales nucléaires. Mais la présence parmi les clients de General Electric du groupe russe Rosatom semble être un obstacle à la finalisation de la transaction du fait de l'invasion russe en Ukraine et des sanctions qui ont découlé pour Moscou. La France vient pourtant de conclure un accord avec la Russie pour produire du combustible nucléaire. Nucléaire, une alliance entre Framatome et le russe Rosatom, fait des étincelles. L'accord conclu entre leurs champions nucléaires respectifs, le français Framatome et le russe Rosatom, nourrit la polémique en Allemagne où se trouve l'usine dans laquelle Framatome assemblera demain, sous licence russe, le combustible destiné à alimenter les réacteurs de conception soviétique des pays d'Europe de l'Est. La Russie est en effet un acteur incontournable du nucléaire civil mondial. Comme le pétrole, le gaz ou le charbon, l'atome est au cœur des enjeux géopolitiques puisque la maîtrise de ces technologies permet de les exporter et de maintenir une relation fournisseur-client avec différentes puissances dans le monde entier. C'est ce dans quoi la Russie a investi ces dernières années. La société d'État Rosatom construit des centrales nucléaires en Europe et dans le monde entier, dont celle de Biélorussie qui a été inaugurée le 7 novembre 2020 par le président Loukachenko. À partir d'aujourd'hui, notre pays est une puissance nucléaire. C'est un énorme succès. C'est comme un couronnement. Cela marque une nouvelle étape dans la souveraineté et l'indépendance de notre pays. En plus de la Biélorussie, la Russie construit en Europe une extension de la centrale de Pax en Hongrie avec 2 réacteurs supplémentaires. Là aussi, le français Framatome est concerné. Hongrie. La France se prête à participer au projet de centrale nucléaire du russe Rosatom. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a confirmé que la Hongrie comptait sur l'aide de la France afin de contourner les réticences allemandes à livrer le système de contrôle des réacteurs, initialement confié depuis 2019 à un consortium constitué de Siemens Energy et de Framatome. En tout, la Russie dispose d'un vaste ensemble de clients dans le monde. Bangladesh, Biélorussie, Hongrie, Égypte, Inde, Iran, Chine, Turquie. On peut y ajouter les centrales de conception soviétiques encore en fonction en Arménie, Bulgarie, Slovaquie et Finlande. En plus de sa maîtrise technologique de la construction des centrales nucléaires, la Russie est le premier producteur mondial d'uranium enrichi pour les réacteurs. L'Union européenne et les États-Unis, qui ont imposé autour de 19 000 sanctions à la Russie, sont contraints d'acheter pour des milliards de dollars de combustible à Moscou. Nucléaire, la longue et difficile désintoxication de l'Europe à la Russie. Même si les Européens Orano et Urenco prévoient de gonfler leurs capacités, cette réponse ne suffira pas à remplacer les volumes russes. De plus, la dépendance à Moscou ne s'arrête pas au seul enrichissement de l'uranium naturel. Elle s'étend aussi au segment suivant, celui des combustibles. Ces combustibles, ce sont des petits cylindres appelés pastilles qui alimentent les centrales et dont les caractéristiques sont étroitement liées au type de réacteur. Concrètement, cela signifie que les centrales de conception russe puis soviétiques doivent être idéalement alimentées par du combustible produit par la Russie. Pour contrer la Russie dans le nucléaire civil européen, Washington et Bruxelles s'efforcent de trouver des alternatives au combustible russe pour les pays affiliés comme l'Ukraine, la Tchéquie, la Slovénie ou la Slovaquie. Bruxelles est allé jusqu'à exiger et à obtenir de la Lituanie la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina le 31 décembre 2009. La conséquence fut l'augmentation des prix de l'électricité pour les Lituaniens et la nécessité d'importer 70% de la consommation.
La fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina n'est pas uniquement liée à la volonté d'éloigner Vilnius de Moscou. Elle est liée à l'idée défendue par la gauche écologiste européenne que le nucléaire est une énergie dangereuse. La fermeture de la centrale de Fessenheim faisait partie du programme de François Hollande en 2012 et fut mise en œuvre par Elisabeth Borne en 2020. Alors ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle changea d'avis sur le nucléaire une fois devenue Premier ministre en mai 2022. Alors, comme vous l'avez noté, on ne raisonne plus de la même façon puisqu'on a maintenant une vision beaucoup plus ambitieuse sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et donc sur les besoins de production en électricité. Et du coup, tout le sujet qui est devant nous, c'est quel est le meilleur chemin pour répondre à nos besoins d'approvisionnement en électricité. Et c'est ce qui nous conduit à proposer au Parlement le projet de loi qui a été voté sur l'accélération des énergies renouvelables et le projet de loi qui est en cours de discussion sur l'accélération du développement des projets de nouveaux réacteurs nucléaires. Cette idéologie ne fait donc plus recette, y compris en Allemagne où l'Alternative für Deutschland, bien placée pour les futures élections européennes, prône le retour au nucléaire. La sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un pays industrialisé exige un large mix énergétique. La durée de vie des 6 centrales nucléaires encore en activité en Allemagne doit être déterminée en fonction de la durée d'utilisation technique et de critères économiques. Nous rejetons toute fermeture pour d'autres raisons. Les centrales nucléaires allemandes font partie des plus sûres au monde. L'AfD plaide pour la réinstallation de centrales nucléaires sûres afin d'éviter une pénurie d'énergie pour le tissu industriel et les citoyens de l'Allemagne. L'idéologie laisse ainsi désormais la place au pragmatisme, même en Occident. La Chine, de son côté, avec 14 réacteurs nucléaires en construction, se place au premier rang dans cette catégorie et n'a pas l'intention de s'arrêter là. Pour en parler, je reçois Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur du livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial ». Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Xavier Moreau. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et ma première question, quelles sont les grandes puissances du nucléaire civil aujourd'hui ? Eh bien, les 3 grandes puissances du nucléaire sont la Russie, par ordre d'importance la Russie, la France et les États-Unis. Si on raisonne en nombre de projets et de construction de réacteurs nucléaires, la Russie est très en avance avec une vingtaine de réacteurs en construction de par le monde et 5 dans les territoires russes. Le second, c'est la France, avec la construction de réacteurs nucléaires en Grande-Bretagne. Et le troisième, c'est les États-Unis. Mais en importance, on va dire que les 3 grands pays que sont la Russie, les États-Unis et la France se font une grande concurrence au niveau mondial, sachant que et la France et les États-Unis ont repris depuis quelques années une politique très offensive dans le domaine nucléaire. Alors précisément, on était un peu étonné par la politique erratique de la France dans ce domaine ces 12 dernières années, puisqu'il a d'abord été question, on a fermé Fessenheim, et finalement on relance des projets. Comment vous expliquez ce côté précisément erratique et les dernières décisions qui ont été prises ? On va dire que la raison pour laquelle la France avait abandonné son nucléaire était liée à l'alliance entre la gauche et les écolos depuis presque 20 ans. On avait en France la gauche plurielle avec Lionel Jospin et Dominique Voynet. Et donc, on a eu, si vous voulez, avec François Hollande, puis Emmanuel Macron, une politique très antinucléaire, en partie dictée par les réseaux écologistes allemands, qui ont conduit à des lois de fermeture du nucléaire, avec une loi de baisse de 50% de la part du nucléaire à 50% la part du nucléaire en France. Et donc, on va dire que la filière nucléaire pâtissait de cette déconvenue et d'une politique très défavorable. Et puis, la crise énergétique entamée en 2021 avec le choc gazier
du second semestre 2021, qui a commencé, on va dire, en septembre, qui a été dû à la baisse des régimes de vent en Europe, en particulier, notamment, puisqu'il y a eu aussi les problèmes d'approvisionnement avec la Chine et l'Australie. Eh bien, ce choc gazier a conduit le gouvernement et Emmanuel Macron à faire une véritable volte-face sur le sujet. C'était d'ailleurs le moment où moi-même j'avais écrit un livre qui s'appelle Nucléaire, les vérités cachées, en septembre 2021. Et donc, de ce fait, Emmanuel Macron a complètement modifié sa politique énergétique en reprenant une relance du nucléaire. D'abord, par les petits réacteurs modulaires qu'il a annoncés en octobre 2021, puis avec les annonces de Belfort, juste avant les élections présidentielles, annonçant la construction de 14 réacteurs nucléaires en France, 6 à court terme et 8 en projet supplémentaire. Et donc, cette volte-face a conduit à une relance du nucléaire en France, observée avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs par les États-Unis, qui sont aux aguets et à l'orée du bois pour suivre la politique énergétique française. Alors, vous avez parlé des réseaux écologistes allemands. Où en est-on précisément en Allemagne? On voit que notamment un parti comme l'Alternative für Deutschland ouvertement parle de revenir au nucléaire. Oui, l'Allemagne est très très anti-nucléaire. C'est vraiment dogmatique et idéologique depuis Gerhard Schröder, et ceci pour le fait que l'alliance entre le SPD et les Grünen ont conduit à une loi de sortie du nucléaire. C'est-à-dire que l'année dernière, en avril 2023, l'Allemagne a fermé ses derniers réacteurs nucléaires en fonctionnement. C'est-à-dire que l'Allemagne est sortie définitivement du nucléaire. Alors définitivement non, puisque ils maintiennent les capacités de production des réacteurs nucléaires à meilleure fortune et à meilleure coalition. Certaines coalitions, effectivement, plus à droite, sont favorables à la relance du nucléaire. Cette sortie du nucléaire a des conséquences épouvantables sur l'économie allemande, puisqu'elle contribue à sa dégradation économique, puisqu'ils n'ont pas d'électricité pas chère. En outre, le fait que, en complément de cette politique antinucléaire, le fait qu'ils aient beaucoup développé d'éoliennes et de panneaux solaires avait plutôt profité à la Russie, puisque Vladimir Poutine avait de ce fait pu faire une alliance avec Gerhard Schröder pour vendre le gaz directement à la Russie. Et de ce fait, la réunion entre l'Allemagne et la Russie et la perte d'approvisionnement du gaz vers l'Allemagne a conduit à nouveau, en complément de cette dégradation nucléaire, à une autre dégradation, la dégradation de la politique énergétique allemande. Donc, l'Allemagne est aujourd'hui en très, très, très grande difficulté pour sa politique antinucléaire, et il y a quand même des voix, et le patronat allemand reste favorable à la relance du nucléaire en Allemagne. Alors, vous citez la Russie. La Russie se porte effectivement bien du point de vue des technologies nucléaires. On a l'impression qu'elle utilise en plus cette capacité pour étendre son influence au niveau mondial. Tout à fait, c'est ce que j'expose dans mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial ». Il faut comprendre une chose très importante. Le nucléaire civil, et je ne parle pas du nucléaire militaire, est une arme géopolitique absolument considérable. Pourquoi ? Parce que lorsque vous construisez une technologie de centrale nucléaire dans un pays, vous vous assurez avec ce pays une relation de presque 80 ans. Pourquoi ? Parce que vous allez construire la centrale nucléaire, mais associé à la centrale nucléaire, vous avez toute la technologie des combustibles. Les combustibles, ce sont les pastilles d'uranium que vous mettez dans le réacteur. Et vous assurez aussi tout l'entretien. Et vous assurez le démantèlement. Donc, vous mettez en place une technologie qui va contribuer à des relations apaisées avec le pays de fourniture de cette technologie. De ce fait, effectivement, les États-Unis, la France et la Russie, en même temps qu'en développant leur technologie nucléaire, assurent également, par ce biais-là, un outil de rayonnement géopolitique dans les pays clients de cette technologie. Et donc, effectivement, de la même manière que la fourniture de gaz, eh bien, le nucléaire constitue une arme, un outil extrêmement précieux pour les pays qui assurent la construction du nucléaire. Alors précisément, on voit des tentatives, notamment côté américain, avec Westinghouse, de fournir du carburant nucléaire pour les centrales de conception soviétiques ou russes, pour essayer... Est-ce qu'on peut parler dans ce cadre-là de containment nucléaire contre la Russie ?
Oui, tout à fait. On a effectivement une volonté de réutiliser le combustible pour justement contrebalancer cette politique géopolitique qui d'ailleurs n'est pas non plus étrangère côté américain. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris l'importance du nucléaire dans le rayonnement de leur pays. Et effectivement, ils ont construit en Ukraine des usines de combustible compatibles avec les réacteurs russes. Cela étant, la France dispose également de brevets permettant la production de combustible d'uranium compatible avec la technologie Rosatom. Donc, je dirais, de toute façon, il faut bien comprendre une chose, s'il y a bien un domaine particulier qui dépasse tous les risques de sanctions économiques, c'est le domaine du nucléaire, parce que dans le domaine du nucléaire, vous avez des collaborations entre la Russie et les États-Unis, vous avez des collaborations entre les États-Unis et la France, et vous avez des collaborations entre la France et la Russie. S'il y a bien un outil de pacification des relations, c'est bien le nucléaire. Donc, si vous voulez, oui, c'est pas un contentment, je dirais que c'est plutôt une concurrence. Mais on est dans un domaine où on est à la fois concurrent et partenaire. Ça arrive parfois dans le monde des affaires. Et on est dans le sujet du nucléaire, dans un sujet qui nécessite obligatoirement des relations. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu des bombardements sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, eh bien, ça a été l'événement important qui a conduit à une discussion directe entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. La preuve que le sujet de la sécurité nucléaire est un sujet qui contraint et qui oblige à la discussion et à la négociation. Pour ça d'ailleurs que moi je suis favorable, je pense que le nucléaire civil est un outil de pacification mondiale des relations internationales. Alors vous avez évoqué les États-Unis, quels sont aujourd'hui les grands projets américains dans le domaine du nucléaire? Eh bien, Donald Trump, lors de son mandat, avait mis en place tout un système pour relancer le nucléaire civil américain et notamment assurer également une production d'uranium parce qu'ils avaient arrêté les mines d'uranium. Donc, ils relancent les mines d'uranium aux États-Unis. Ils relancent pour essayer d'éviter de dépendre des combustibles russes une usine de création de combustible d'uranium tout à fait particulier qui sert à certains réacteurs nucléaires aux États-Unis. Dans le rapport de l'Inflation Reduction Act, dans la loi de l'Inflation Reduction Act, ils ont mis tout en place des systèmes de défiscalisation et de financement du nouveau nucléaire. Et le département à l'énergie américain finance les travaux du nucléaire de nouvelle génération au travers de ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides, qui sont utilisateurs des déchets nucléaires des premiers réacteurs technologiques que nous avons actuellement, c'est-à-dire les réacteurs à eau pressurisée. Eh bien, ces déchets pourront être utilisés dans les réacteurs de nouvelle génération. Et là, par exemple, Bill Gates et d'autres startups aux États-Unis sont financés pour développer les nouveaux réacteurs. D'ailleurs, dans la bataille mondiale, la France également est en train de financer, dans son plan 2030, des réacteurs de nouvelle génération. Donc, il y a une vraie concurrence. L'Inde aussi est en train d'être un acteur qui apparaît. La Chine également, puisque la Chine, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais est aussi un acteur, mais pour le moment se concentre sur son marché intérieur. La Chine, évidemment, a fait des velléités très importantes. Mais les États-Unis sont un acteur qui relance énormément le nucléaire aux États-Unis. Ma dernière question, Fabien Bouglet, est-ce qu'en dehors de cette technologie dont vous venez de parler, donc un neutron rapide, est-ce qu'on peut attendre certaines autres innovations dans le domaine du nucléaire civil? Il y a énormément d'innovations. Vous avez la fusion nucléaire, c'est-à-dire la réaction inverse de la fission nucléaire qui est aujourd'hui utilisée dans le domaine nucléaire. Il y a le thorium, il y a le sel fondu, vous avez plein de technologies différentes et surtout, je dirais, la perspective d'une production d'électricité illimitée. Puisque les réacteurs à neutrons rapides permettent la potentialité d'une électricité infinie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a cette bataille très importante sur le sujet et que la France a perdu 30 ans d'avance technologique, puisque la France était le meilleur dans le monde pour cette technologie des supergénérateurs
à neutrons rapides. Donc, si vous voulez, oui, on a un boulevard. Et moi, je pense que le développement des nouvelles technologies du nucléaire et un plan nucléaire européen, je plaide pour un PNE, plan nucléaire européen, qui rééquilibrerait les besoins énergétiques de l'Europe, puisque l'Europe, à la différence des États-Unis et de la Russie, dépend de 55% de ses importations. Et je pense que les tensions mondiales sont liées à la faiblesse énergétique de l'Europe. Et je crois que le nucléaire doit se relancer en Europe avec des partenariats nourris avec les États-Unis et la Russie. D'ailleurs, je vois que les États-Unis ont plutôt des velléités pour empêcher les relations entre la Russie et la France, mais rééquilibrer les relations internationales sur le sujet du nucléaire, pour moi, est un apport fondamental pour la paix dans le monde et surtout rééquilibrer les besoins énergétiques de l'Europe par le nucléaire permettrait d'atténuer ces tensions internationales. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Fabien Bouglet. Merci, au revoir Xavier Moreau.